Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Runix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Call Room. On a la chance d'être accueillis par Salomon chez eux à Annecy. Et j'ai en face de moi Gatien Herriot, chef de produit chez Salomon. Salut Gatien, comment ça va aujourd'hui ? Salut Julien, ça va très bien, merci. Et toi ? Ouais, ça va super. On a un programme assez chargé aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets. On va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Dans une première partie, on va aborder un petit peu ton parcours à toi, ton parcours d'athlète. Je vais te présenter un petit peu, tu es athlète de haut niveau, tu es athlète de l'équipe de France, mais tu as aussi un rôle très important chez Salomon. Donc on va voir comment tu lis ta performance d'athlète à la performance chez Salomon. Dans un deuxième temps, on va aborder un petit peu toute la partie course sur route et Salomon. On sait que vous êtes des experts dans le trail et que vous commencez à vous imposer de plus en plus dans la course sur route, dans un milieu qui est ultra concurrentiel. Donc on va avoir l'occasion de parler un petit peu de tout ça. Et dans notre dernier point, on va faire forcément un focus sur la chaussure. Toi, c'est ton métier et nous, c'est notre passion. Donc le but, ça va être d'échanger autour de la S-Lab Fantasme 2. Donc c'est le nouveau modèle carbone de chez Salomon. Pour ceux qui ne visualisent pas forcément quel modèle c'est le modèle blanc et rouge avec lequel Anaïs Kemener a couru le marathon de Berlin ce week-end avec. Elle a couru en 2h29. Si jamais vous ne visualisez toujours pas, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux. On a fait une publication spécifique sur la chaussure. Voilà. Donc Gatien, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Quel âge as-tu et ça fait combien de temps que tu travailles chez Salomon ? Alors, j'ai 30 ans, tout juste fêté. Ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint Salomon, donc en mars 2021. Ouais. Et quel est ton rôle exact chez Salomon ? Donc, je t'ai présenté en tant que développeur chaussures. Si tu pouvais un petit peu développer du coup, quel est ton rôle exact ? Ouais, en fait, alors le développement, c'est une discipline qui est très spécifique dans la conception de la chaussure. Moi, je ne suis pas exactement développeur. Si tu veux, mon job en anglais, c'est Product Line Manager. En français, c'est chef de produit. Je suis responsable en fait de toute la gamme road running, footwear, donc des chaussures chez Salomon. Mon métier, en gros, consiste à définir le cahier des charges pour la conception de la chaussure. Donc on parlera, je pense, un peu plus tard sur le temps de développement, etc. Mais si tu veux, en gros, je fais remonter tout ce qui est les signaux faibles, les signaux forts du marché. Donc moi, je suis un peu la voix du coureur, du consommateur et des marchés. Donc on est une boîte internationale. Donc il faut vraiment considérer le marché dans sa globalité. Et en gros, donc je fais remonter tous ces signaux, toutes ces informations pour pouvoir concevoir les chaussures de demain. Donc ça peut être aussi bien en termes de on n'a pas de chaussures carbone. Est-ce qu'il nous en faut une ? Oui, non. Il faut aussi que j'adapte l'offre Salomon avec la stratégie de la marque et ce que les consommateurs veulent. Et comment on arrive à ce rôle-là chez Salomon ? C'est quoi ton parcours ? Très bonne question. Mon parcours, alors en gros, j'ai fait une école de commerce un petit peu avant. Après, j'ai un parcours un petit peu particulier, je pense aussi, puisque j'ai fait 2 ans d'études aux États-Unis. Après, je pense que les qualités requises, c'est beaucoup de bon sens. Il faut une expertise sur le marché, enfin je pense dans le monde du sport, dans le monde du running, puisqu'il faut comprendre un tout petit peu, très bien d'ailleurs, tout ce qui se passe, comprendre les coureurs, leurs habitudes, ce qu'ils font et ce dont ils ont besoin pour pouvoir leur donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent profiter de la pratique, quoi. Parce que comme toi, du coup, c'est aussi ma passion. Ce qui peut être une petite limite, c'est que dans ma pratique personnelle, je le vois via le spectre du haut niveau et de la performance. Là où, quand on travaille pour une marque comme Salomon, bien sûr, il y a la performance, mais il y a aussi des coureurs qui veulent juste profiter d'1 ou 2 runs par semaine. Et il faut pouvoir leur proposer des produits adaptés à leur pratique. Et qu'est-ce qui te plaît là dans ce job ? Justement, c'est de pouvoir mixer les deux. J'ai l'impression, quand je rentre chez moi, j'ai la casquette un petit peu de l'athlète de haut niveau où je suis concentré sur le gain marginal, aller faire mes séances sur la piste, le long du lac, etc. pour progresser. Et quand je suis ici, j'ai une ouverture qui est assez incroyable sur le sport. J'ai énormément appris. Ça m'a permis aussi de me développer à mort en tant qu'athlète, en tant que personne, et de pouvoir mieux comprendre ce sport, de rencontrer des coureurs de plein de nationalités, de plein de niveaux de pratiques différents, qui ont aussi des motivations complètement différentes. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de mon métier. D'autre part aussi, je suis vraiment concerné et impliqué dans toute la conception de la chaussure, vraiment
des phases très très avancées de l'innovation où concrètement il n'y a même pas encore un design posé sur un papier jusqu'au lancement du produit avec les équipes marketing. Alors c'est pas moi qui design la chaussure, c'est pas moi qui la développe, c'est pas moi derrière qui vais faire la campagne marketing, mais je vais accompagner tout le cycle de vie du produit, de son idée jusqu'à sa commercialisation, et je pense que c'est ce qui fait que le job est hyper complet et qui me plaît. Ouais. On va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus précisément après, mais ça veut dire que par exemple pour la S-Lab Fantasme 2 que j'ai dans les mains, ça veut dire que c'est toi de base qui as commandé un tel produit, tu t'es dit par exemple maintenant on a besoin d'un modèle carbone performant chez Salomon, donc c'est toi qui commandes ça et c'est toi qui mènes le projet quasiment de A à Z. On peut dire ça. Alors, si tu veux, je suis à l'initiative du brief marketing, c'est comme ça que ça s'appelle dans le métier. Après, il faut bien s'imaginer que c'est pas moi qui vais... je la design pas, je ne la développe pas. Par contre, je vais faire son cahier des charges. Donc, effectivement, je vais faire remonter le besoin. On est une marque performance, Salomon. On a des athlètes. Nos athlètes ont besoin des meilleurs outils. Donc, leur outil, c'est principalement les chaussures. Bien sûr, l'appareil aussi, mais les chaussures, aujourd'hui, on sait qu'elles jouent un rôle primordial dans la performance. Et donc, je vais faire remonter ce besoin que nos athlètes, s'ils veulent demain pouvoir avoir accès aux grands championnats, pouvoir battre leur record et pouvoir exister sur la scène internationale, il leur faut les meilleures chaussures. Et donc, du coup, inévitablement, il leur faut une chaussure avec les nouvelles générations de mousse, le plus probablement avec une plaque en carbone, avec voilà, les nouveaux matériaux composites, etc. Et c'était quelque chose qui manquait dans la gamme Salomon. Donc voilà, c'est devenu très rapidement une priorité. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est le tout premier produit que j'ai briefé. Et il se trouve que c'est une chaussure carbone. Ouais. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant, mais à côté de ça, tu es athlète de haut niveau. J'ai regardé, tu as un record à 29 minutes 20 au 10 km. Tu as fait 3e au championnat de France de cross-country en 2022 sur le cross-court et tu es également athlète de l'équipe de France sur 3000 mètres steeple. Est-ce que tu penses que ça aide, tout ça ? Est-ce que tu penses que ton statut d'athlète de haut niveau, ça aide à la performance et ça accompagne Salomon là, dans cette voie-là ? Alors, je pense que ça me donne une certaine finesse dans mon appréciation des produits, etc. J'ai la chance de pouvoir tester beaucoup de prototypes, etc. Après, mon niveau de pratique, comme je le disais, ça peut être un atout, mais aussi un désavantage. Les chaussures, je ne les fais pas pour moi. Je pense que je suis dans une pratique qui est assez extrême et qui est, au final, c'est quelques pourcents de la population qui font ce que je fais, non pas en termes de performance, mais plus en termes d'exigence sur le produit, etc. Et il faut garder cette ouverture aussi sur le besoin des coureurs et en fonction, enfin, chaque produit a une cible et une destination. Et je pense qu'il faut vraiment que je garde ça à l'esprit. Ensuite, sur tout l'aspect performance, le sport de haut niveau, je pense, a vraiment façonné la personne que je suis aujourd'hui et l'athlète que je suis sur les terrains de cross, sur les pistes d'athlètes et le collaborateur que je suis chez Salomon. Je pense que c'est la même personne et il y a cette volonté du dépassement de soi, de la recherche de l'excellence, etc. Et c'est des valeurs qui, en fait, m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Quand j'étais étudiant athlète, j'ai toujours réussi à concilier les deux lors de mon double projet. Et aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Et je ne conçois pas l'un sans l'autre, clairement. Et justement, pour rentrer un peu plus précisément dans ton parcours d'athlète de haut niveau, tu en es où en ce moment ? Ça veut dire que là, tu es vraiment dans une démarche, par exemple, on sait qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent. Est-ce que tu es dans une démarche de te qualifier ou tu es plus concentré sur le travail à côté ? Comment tu arrives à mixer les deux ? C'est un équilibre qui est pas toujours très facile à trouver. Aujourd'hui, je suis dans une démarche de sport de haut niveau, à savoir que sur le temps que j'y consacre, je donne tout ce que j'ai. Après, je veux vraiment mener à bien ce double projet. Donc, je sais qu'en termes de... pas parler de sacrifice, mais ce que j'y consacre en temps, etc., je pourrais potentiellement faire plus. Je ne fais pas forcément beaucoup de stages à l'étranger, en altitude, etc. J'essaye vraiment aussi de concilier la vie de famille, tous les loisirs que j'ai à côté. Je fais de la course à pied, mais pas que ça. Et je trouve que le sport, ma pratique du sport vient s'intégrer vraiment dans un équilibre de vie plus général où, oui, je fais du sport de haut niveau, mais je suis avant tout un passionné de course à pied et je recherche... ce que j'apprécie dans la pratique du haut niveau, c'est le plaisir que ça me procure. Aujourd'hui, me retrouver sur une ligne de départ au championnat de France élite, ce genre de truc, c'est une excitation que je retrouve nulle part ailleurs dans le sport. Donc, je vis ma passion via la performance. Maintenant, quand tu parles de Jeux Olympiques, etc., je sais que
entre le très haut niveau français et le très haut niveau mondial, il y a une marge qui est colossale. Je ne prétends pas aujourd'hui à me confronter à ce genre de niveau et à ce type d'athlète. Je ne vais pas dire on ne sait jamais, mais c'est clairement, c'est pas un objectif. On peut dire que c'est un rêve, mais c'est pas forcément pour ça que je me lève tous les matins. Voilà. Et ça ressemble à quoi justement une journée type de Gatien? Ça veut dire que là, avant de venir travailler par exemple à 9h, tu t'entraînes le matin, tu travailles, et ensuite tu retournes le soir. Ça ressemble à quoi après une journée type? Je ne suis pas très matinal. les journées sont bien remplies, mais en général, je pense que j'ai peut-être un petit peu d'hyperactivité. Donc tout ce que je fais, c'est à fond. Je commence, j'arrive au boulot vers 8h, 8h30. Je fais ma matinée. En général, j'essaye de faire un footing. J'essaye vraiment de privilégier le temps à midi, quitte à prendre une bonne pause pour faire une séance, un footing en fonction des journées, etc. Mais ouais, j'essaie vraiment d'utiliser ce temps-là pour l'entraînement. On est dans une entreprise où le sport fait vraiment partie de la culture. On n'a pas forcément d'avantages. Le sport n'est pas forcément... on n'a pas forcément de privilèges en étant sportif de haut niveau, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture et c'est quelque chose qui est compris. Donc c'est déjà... quand j'en parle avec... d'autres personnes qui sont dans le monde professionnel et ont aussi la vie d'athlète à côté, c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises, donc c'est pour ça que je le mentionne. Après l'après-midi, je continue ma journée au boulot, donc je lisais quelque part que toi tu organises toute ta journée sur la récup. Moi ma récup, je suis beaucoup en réunion, je suis au bureau quoi souvent. Et justement, je voulais y venir. Est-ce que tu penses que c'est un frein pour la performance? Est-ce que tu vois ça comme un inconvénient, ou finalement tu as besoin de cet équilibre-là, tu as besoin d'être au travail la journée, d'aller t'entraîner le soir? Est-ce que s'il n'y avait pas cette partie du coup ton métier, ton rôle chez Salomon, est-ce que tu penses que ça irait pas forcément mieux? Non, moi je pense que je le vois plutôt comme une force. En gros, on peut toujours faire mieux, on peut toujours mieux optimiser sa récupération, etc. Moi, je pense que c'est dans cette pratique, dans cet équilibre que je trouve mon plaisir. Au cours des 10-15 dernières années, j'ai pu expérimenter plein de choses, savoir en étant étudiant, en ayant plus de temps pour m'entraîner, en travaillant à Paris, où je m'entraînais souvent tard le soir, à 20h, 20h30, à la lumière des lampadaires, à faire des séances le long du canal. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre qui me convient parfaitement. Je pense que quand je suis sur une ligne de départ, la raison pour laquelle j'y suis, c'est qu'en fait, je prends un plaisir fou à me retrouver avec mon short, mon débardeur et mes pointes sur la même ligne de départ que certains gars qui potentiellement redescendent d'altitude, ou d'autres gars qui ont d'autres contraintes. On prend un Yann Schrub, on ne se retrouve pas souvent sur les mêmes lignes de départ, mais bon, il est quand même étudiant en médecine. Et justement, ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on doit relier un point A à un point B le plus rapidement possible. Tout le monde a une vie, une expérience qui est différente, mais ce jour-là, on a tous un dossard et c'est celui qui va le plus vite qui l'emporte. Moi, je pense que c'est ma force parce que ça me permet, toute la semaine, mine de rien, j'ai une certaine routine. Je ne suis pas concentré que là-dessus. Ça me permet de mieux gérer mes échecs. Je pense aussi mieux apprécier mes réussites. Et si je rate une course ou que je ne suis pas forcément au niveau désiré, dans tous les cas, le lundi, j'ai aussi ma vie qui continue. Je rentre chez moi, je dépends pas de l'athlétisme. Mes revenus ne dépendent pas de l'athlétisme. Et dans tous les cas, pour moi, ça reste clairement un hobby, un loisir dans lequel je m'épanouis pleinement. Le jour où j'ai plus envie de courir, je range les pointes au placard et je vais faire du golf. Je vais faire autre chose. Et dernière question, on voit qu'il y a beaucoup la notion de plaisir qui revient quand on parle. C'est pour toi le facteur principal, et est-ce que ça va de soi avec le haut niveau? Haut niveau et plaisir, est-ce que c'est possible selon toi? Complètement. Je pense que les carrières longues de la plupart des athlètes, alors après, au très haut niveau, mais je pense que le haut niveau, pour moi, c'est plus une démarche qu'un niveau. L'excellence ultime d'un Hicham El Guerrouj, etc., c'est une infime partie de la population qui arrive à ce niveau-là. Mais pour autant, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui font 2h45, 3h au marathon et qui sont dans une démarche haut niveau, à savoir qu'ils vont faire attention à leur sommeil, à leur récupération, à tous leurs apports, en plus de leur entraînement, etc. Et certains sont en soi beaucoup plus professionnels que moi.
Donc je pense que la notion de plaisir, elle est primordiale. Si on veut durer dans le temps, il faut prendre du plaisir. Autrement, ça devient complètement néfaste. Et je pense que les bas on a beaucoup plus de bas que de hauts dans une carrière. Donc il faut savoir apprécier les hauts et bien gérer les bas. Donc je pense que ça s'inscrit vraiment dans une balance qui est un équilibre qui est très important. Le sport, s'il représente une part trop importante de notre vie, je pense que ça peut créer un certain déséquilibre, d'où l'importance d'y prendre du plaisir. Après, pour certains, il va y avoir une recherche de reconnaissance. Tout le monde va y trouver un épanouissement différent. Mais je pense que le plaisir doit rester au centre. Et c'est ce qui fait que les athlètes performent. C'est une bonne vision des choses, c'est hyper intéressant. On va un petit peu clôturer ce sujet 1, la partie qui te concernait spécifiquement toi. Avant de lancer la deuxième partie sur la Salomon et la course sur route, on va juste lancer une petite page de pub. Découvrez la S-Lab Fantasme 2 de Salomon. Chaussure à plaque carbone, plus légère, plus réactive et entièrement conçue pour écœurer la concurrence. Et bien entendu pour battre vos propres records personnels. Achetez votre paire sur salomon.com. Voilà, on est de retour pour aborder cette deuxième partie. Moi, cette deuxième partie, ce qui m'intéresse profondément, c'est de savoir un petit peu cette implantation de Salomon sur la course sur route. Vous avez fait vos trails, vous avez fait vos preuves forcément sur le trail, ça, il y a absolument rien à redire. On vous voit de plus en plus sur la route. On voit que ça soit de par Anaïs Kemener, de par Guillaume Ruel, ces athlètes-là qui font briller la marque. Comment vous faites pour essayer de vous imposer dans un milieu qui est quand même ultra concurrentiel maintenant, où on voit que toutes les marques sont hyper attractive, tout le monde fait beaucoup de choses. Comment essayer de sortir du lot ? C'est une très bonne question. Je pense que, alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, l'initiative Roadrunning chez Salomon, elle est plutôt récente. Bon, on fait des chaussures de route depuis un certain nombre d'années, mais depuis maintenant 2 ans, c'est pour ça aussi que j'ai rejoint l'entreprise. C'est pour joindre cette initiative. Il y a un vrai push sur le roadrunning. Il y a une équipe qui a été créée, une vraie initiative avec une quinzaine de personnes qui sont 100% dédiées justement à la réussite de ce projet. On travaille dans un environnement où on est... donc tout ce groupe couvre vraiment tout le spectre pour amener une chaussure de son idée jusqu'à sa commercialisation. Donc ça implique du développement, du design, une commercial manager, il y a du brand marketing aussi pour pouvoir gérer toutes les campagnes, etc. Des patronniers pour concevoir après tous les différents éléments de la chaussure. Et donc du coup, tout ce groupe est censé contribuer à la réussite du roadrunning. Alors maintenant, comment réussir, comme tu le dis, sur ce marché du roadrunning ? En fait, depuis plusieurs dizaines d'années, on fait des chaussures, que ce soit des chaussures de randonnée, des chaussures de trail. Et je vais m'attarder un tout petit peu sur les chaussures de trail. C'est qu'en fait, le trail fait partie d'une pratique qui est beaucoup plus générale, qui est le running. Donc, on a un vrai savoir-faire sur la chaussure de running. Donc, depuis une dizaine d'années, on a des chaussures qui parcourent les terrains les plus techniques, les plus accidentés, que ce soit autour du Mont Blanc ou ailleurs sur d'autres circuits. Et je pense que du coup, on a un vrai savoir-faire et qu'on arrive aujourd'hui à transposer tout ce savoir. On arrive à le transposer sur une chaussure de route. Alors après, il a vraiment fallu réapprendre aussi, d'un point de vue culturel, dans l'entreprise, sur comment faire une bonne chaussure de route. Il ne s'agit pas simplement de prendre une chaussure de trail, de limer les crampons et soudain on a une chaussure de route. C'est des conceptions qui sont légèrement différentes, beaucoup plus minimalistes dans le nombre de pièces qu'on va avoir. Le besoin des coureurs est également différent, que ce soit sur la protection, que ce soit sur l'aspect légèreté, etc. Donc nous, du coup, on a réussi à trouver un petit peu notre recette et aujourd'hui, du coup, on essaye vraiment de pousser dans cette direction, quoi. Donc ça veut dire que la technologie d'une chaussure trail, elle est radicalement différente d'une technologie de la chaussure route chez Salomon ? Il va y avoir des points communs sur les technologies qu'on va réussir à utiliser de façon transversale. Je pense notamment au mousse, je pense à l'expérience générale du fit, potentiellement, qui est une vraie force de chez Salomon. Il y a des grands principes de la construction de la chaussure sur des normes de hauteur, par exemple sur des colliers, etc., qu'on va réussir à transposer d'un sport à l'autre. Mais après, je pense que ce qui est très important, et c'est là que mon rôle est crucial, c'est qu'il va falloir faire remonter vraiment le besoin du coureur. Et on sait que les besoins du trail runner en fonction des terrains, le trail running c'est très vaste aussi, hein.
d'un terrain alpin, un terrain... le trail aux États-Unis n'est pas conçu du tout de la même façon. Nous, sur la route, on va avoir, c'est ça, le terrain, la pratique va être différente. Et donc, il va falloir amener cette expertise pour pouvoir apporter des solutions qui sont en adéquation avec les besoins des coureurs. Et justement, comment on arrive... Là, j'ai en main un modèle assez spécifique, c'est le modèle carbone de chez Salomon, c'est le nouveau modèle carbone. Ouais. J'ai au pied la DRX Bliss, donc c'est un modèle d'entraînement. Comment vous développez ce type de chaussures ? Comment sont faits les tests ? Vous basez sur quel type de coureur ? Comment c'est fait un petit peu tout ça ? Donc là, tu définis deux produits qui sont dans l'utilisation et dans le besoin très différents. La DRX Bliss, donc comme tu le disais, c'est une chaussure qui est plutôt orientée entraînement pour des courses, des runs de tous les jours, des runs quotidiens à allure facile jusqu'à modérée. C'est une chaussure qui est plutôt orientée stabilité. Donc, si tu veux, tu as des renforts avec une technologie qui s'appelle l'Active Chassis, qui est une technologie transversale chez Salomon, qu'on voit aujourd'hui, depuis de nombreuses années sur le trail et l'outdoor. Ici, on a réussi un peu à l'adapter à une chaussure de course à pied pour pouvoir amener un support en latéral et en médial supplémentaire pour les coureurs qui sentiraient un manque de stabilité, avec des mousses de plus en plus souples qu'on peut avoir sur notre haute partie de la gamme des chaussures qu'on appelle Everyday Run, qui va être la gamme Aero avec l'Aeroglide, l'Aeroblaze et l'Aerovolt. La S-Lab Phantasm, c'est un brief qui est très particulier parce qu'en fait, il est clairement sans compromis. Il s'adresse à une cible qui est très exclusive. C'est les coureurs qu'on caractérise comme élite et sub-élite. Donc, c'est ceux qui vont courir le marathon en moins de 3 heures. Donc là, on se parle de 3-4% de la population qui prend le départ d'un marathon chaque année. Et c'est des coureurs qui vont avoir une technique de course qui va être très différente de la grande majorité. Des coureurs qui attaquent plutôt médio-pied ou avant-pied, qui ont une certaine technique de course, et qui donc du coup vont pouvoir bénéficier de ces plaques rigides, de ces mousses très souples et de ces constructions où par exemple le talon est très peu construit avec le moins de mousse possible parce que ça fait du poids supplémentaire. Voilà. Donc finalement, là on parle d'un modèle vraiment qui est spécifique, un modèle carbone, mais finalement ce qui est vraiment important, c'est le modèle qui est accessible à tous. Ouais. Donc vous mettez plus l'accent sur des modèles d'entraînement ou un modèle carbone comme ça il prend plus de temps à développer ? Comment c'est géré un petit peu tout ça ? En fait, on consacre autant de temps, si tu veux, dans l'équipe dans l'équipe développement, tu vas avoir des développeurs qui vont être attitrés à chaque type de chaussure. Et donc, je pense pas qu'on consacre plus de temps sur une chaussure carbone que sur une chaussure d'entraînement. C'est juste que forcément, il y a un effet volume. Ta chaussure d'entraînement va s'adresser à une population qui est beaucoup plus large, donc potentiellement tu vas avoir plus de volume, donc l'attente va être plus grande. Maintenant, une chaussure carbone aujourd'hui, c'est devenu aussi un produit image. Il le faut dans la gamme pour les athlètes, mais c'est aussi un produit dont on va beaucoup parler, puisque c'est un peu la Formule 1 de l'automobile, quoi. C'est clairement ici que tu vas pouvoir montrer tes nouvelles innovations, et c'est un peu le truc qui brille dans ta gamme, quoi, clairement. Moi j'ai cette image, finalement, si on a un bon modèle, si une marque elle a un bon modèle carbone, est-ce que tu penses que forcément, après ça découle sur des meilleures ventes et un meilleur produit aussi pour les entraînements pour courir au quotidien ? Je pense que ça peut aider, surtout quand tu es une marque performance comme Salomon. Nous, les athlètes sont clairement au cœur de la stratégie. Aujourd'hui, on a, comme tu le disais, Anaïs qui vient de réaliser 2h29 avec cette chaussure au marathon de Berlin. Dans le trail, on lead le sport depuis de nombreuses années avec je ne sais combien de victoires sur les plus grandes courses du monde, que ce soit l'UTMB ou sur les Golden Trail Series et sur les plus grandes courses du monde. Je pense que c'est un petit peu une case à cocher à un moment donné quand on construit une gamme running, et d'autant plus quand on est Salomon. Parce que c'est clairement sur ce terrain-là où on veut gagner. On ne se contente pas d'avoir une bonne chaussure, on veut la meilleure chaussure, et celle qui va nous permettre demain, grâce aux meilleurs athlètes, de gagner les plus grandes courses, clairement. Et tu places quelle importance du fait d'avoir une gamme complète, que ça soit de la chaussure carbone à la chaussure d'entraînement ? Le but, c'est d'avoir une gamme vraiment complète. Par exemple, tu dis là avec des modèles aussi qui ont un support pour les pronations, et tout ça. Comment tu vois ça ? Alors en fait, quand on commence, on peut pas attaquer le marché. Le marché est très vaste, on peut pas l'attaquer sous absolument tous les angles.
Nous aujourd'hui, on joue des points de différenciation qui sont assez clairs. Donc là, sur toute la gamme des chaussures racing, donc les chaussures de course, donc on a la S-Lab Fantasme 2 aujourd'hui. Donc c'est une solution qui s'adresse notamment à nos athlètes et donc, comme je disais, à tous les coureurs qui vont viser des chronos en dessous de 3 heures, donc qui vient en fait dans cet espace des super shoes avec plaque carbone, etc. Et maintenant, sur les chaussures d'entraînement, c'est clairement ici qu'il y aura le focus dans les années à venir aussi. Donc développer cette gamme, développer des produits de plus en plus performants qui puissent satisfaire le plus grand nombre, puisque nos athlètes ont aussi besoin de chaussures d'entraînement. Donc il faut pouvoir satisfaire la plus grande majorité des coureurs. Et donc du coup, sur ce type de chaussures, on va aller chercher le confort et la façon dont on veut se différencier dans les années à venir, c'est un confort on le caractérise de dynamique. Donc on veut amener des produits qui parlent dynamisme. Donc beaucoup de légèreté, du confort sous le pied, donc du souple, et du rebond. C'est là-dessus qu'on veut. Donc pour aller chercher ce type de caractéristiques, tu vas jouer sur plein d'éléments, notamment les caractéristiques de tes mousses qui sont la plateforme sur laquelle tu vas courir, mais tu peux jouer aussi sur les géométries. Il y a toute la construction des tiges qui va être très importante sur le choix des matériaux, sur la légèreté, de nouveaux types de construction aussi qui vont réussir à atteindre ce niveau d'objectif. Et du coup, moi, je vois une problématique, moi, je cours avec les chaussures Salomon, je cours avec les chaussures Salomon, je cours avec toutes les marques, et je vois que Salomon, ils sont largement au niveau des autres. Comment tu expliques le fait qu'on voit un petit peu moins Salomon sur la route ? Comment on peut y arriver à ce que, par exemple, vous soyez sur un podium d'un marathon World Major ? Comment on arrive jusque-là ? Je pense que c'est une question de temps. C'est une question de temps. L'initiative, comme je te le disais, ça a commencé il y a 2 ans. Le temps de développement d'un produit, on se parle entre 18 et 22 mois pour les renouvellements les plus importants. On peut aller plus vite, on peut aller moins vite aussi, puisqu'il y a toutes les phases qu'on appelle d'advanced. Donc c'est tout ce qui est l'innovation un peu plus long terme, où on va anticiper des renouvellements futurs. Mais si tu veux, les produits que tu vois aujourd'hui sur le marché, c'est des produits qui ont été briefés il y a 2 ans. Donc forcément, ça prend du temps à se construire. Et après, il y a tout un effet aussi de halo qui prend du temps, clairement. Il faut construire la notoriété. Je pense qu'aujourd'hui, on est extrêmement légitime sur le marché des chaussures de course à pied, grâce notamment à notre héritage sur le trail. Je pense que les coureurs savent que Salomon, c'est une marque performance qui fait des produits de qualité, qui sont durables et qui sont extrêmement performants, suivant les différents besoins. Et je pense que d'ici quelques années, tu verras de plus en plus de Salomon, que ce soit sur les courses, mais aussi dans les rues de Paris, de Metz ou de Brumas, d'où tu viens en Alsace, clairement. Et pour attaquer la partie un petit peu spécifique, du coup la troisième partie de cet échange sur la S-Lab Fantasme 2, comment vous la placez par rapport à la concurrence ? Je ne sais pas, quand vous développez la chaussure, est-ce que vous testez par rapport à la concurrence ? Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres ? Est-ce qu'elle a une meilleure économie d'énergie ? Est-ce que tu as un petit peu des stats à nous donner là-dessus ? Ouais, alors en gros, c'est une très bonne question. Il y a une grande part de test qui est fait ici à Annecy. Donc en gros, on va d'abord faire un petit peu la manière dont on a conçu cette chaussure. On a fait un petit peu un benchmark de ce qui se passait sur le marché. Donc on a découpé pas mal de chaussures, essayé de comprendre aussi comment est-ce que les autres s'y prenaient pour faire ce type de chaussures. Et derrière, on a réussi à trouver notre recette. Donc du coup, il s'agissait déjà d'avoir les bonnes mousses. Je pense que ce qui fait le succès de ce type de chaussures, c'est clairement la mousse. C'est un peu le moteur de la chaussure. C'était des mousses qu'on n'avait pas forcément dans notre caisse à outils à ce moment-là. Donc on est parti à la recherche des meilleurs composants possibles. Donc ici, là, ce qui va être très important d'un point de vue caractéristique, c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc c'est la capacité de ta mousse à se former, à se déformer et se reformer. Donc c'est ce qui va t'offrir le rebond. Donc ça, c'est très important. Après, il faut avoir des matériaux qui sont aussi très légers. Donc la densité est clé. Et puis il a fallu trouver la plaque carbone.
Donc, on n'est pas nouveau dans le carbone, on l'utilise depuis de nombreuses années sur les bâtons de ski, sur les chaussures de ski de fond, etc. Donc, il fallait trouver la bonne recette ici aussi pour pouvoir l'adapter à une plaque. Donc, on a fait pas mal d'essais, notamment avec le Nordic, qui nous a aidé à développer cette plaque. Et ici, donc, on a développé des tests en interne pour pouvoir avoir le maximum de retour d'énergie et le meilleur effet catapulte, si tu veux. Donc, on a revu un petit peu par rapport à l'Icelab Fantasme CF, qui était la version précédente. On a revu la géométrie de la chaussure. Donc, on est parti sur une forme plutôt de type cuillère pour avoir un retour d'énergie maximal et qui puisse être adapté vraiment à la technique de ce type de coureur, plutôt médio avant-pied. Et après, sur tout le reste, il y a eu un énorme travail fait sur la tige. Donc, proposer un fit qui soit très proche du pied, mais qui puisse garantir un certain confort tout au long de la course, donc que ce soit sur une course de 10 km où tu vas viser 30 ou moins de 30 minutes sur 10 km pour ce type de coureur, allez, peut-être 32, 33 minutes. Et puis sur marathon, il faut mine de rien avoir un confort tout au long de l'effort. Pour certains coureurs, mine de rien, les pieds gonflent avec l'effort, donc il faut garder un système de serrage qui soit homogène et ouais, c'est ça, un certain type de confort tout au long de la course pour qu'on puisse encore bénéficier de la chaussure. Donc du coup, on est parti notamment sur une construction de languette qui est assez unique et qui apporte cet enveloppement qui est, je pense, très réussi. Et enfin, la boîte à orteils qui est, je pense, un des gros points forts de cette chaussure. Les orteils, au niveau des orteils, on a pas mal de place. Je pense ce qui fait un gros point de différence, notamment par rapport à une Vaporfly, où les pieds sont, de ma propre expérience, sont assez comprimés sur l'avant du pied. Ça m'a valu 2 ongles qui sont maintenant bleus. Mais voilà. Et ça veut dire que moi, pour avoir couru avec les deux modèles, avec la première génération de la Fantasme et la deuxième, moi je trouve que ça n'a absolument plus rien à voir. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous êtes parti sur un développement sur améliorer la version 1 ou alors c'est vraiment totalement un autre modèle par rapport à ce qui se faisait avant? Non, je pense que c'est complètement un autre modèle. On reste dans cette idée d'amener une chaussure qui soit la plus performante possible. Maintenant, si je compare la S-Lab Fantasme 2 à la S-Lab Fantasme CF, sur tous les points, on s'est amélioré. Que ce soit au niveau de la tige, on a une nouvelle mousse, une nouvelle plaque, une nouvelle construction de tige, une nouvelle géométrie de chaussure avec un rocker plus prononcé, une nouvelle géométrie pour la plaque aussi. Donc, non, je pense que aujourd'hui, on regarde clairement tous les principaux concurrents vraiment droit dans les yeux et à lire les premiers retours qu'on a sur la chaussure, que ce soit Believe in the Run, qui sont Gear Patrol, qui sont des médias internationaux reconnus. On apparaît directement dans les comparatifs face à une Rocket X2, une Vaporfly 3, et qui ont pour le coup beaucoup plus d'années que nous d'expérience dans ce domaine. Donc c'est une grande fierté d'être nommé parmi ces concurrents. Et je pense que nos athlètes aujourd'hui ont à leurs pieds une chaussure qui leur permet d'avoir toutes leurs chances sur toutes les lignes de départ de course. Ouais. Et justement, en parlant des athlètes, là on parlait un petit peu avant de Anaïs Kemener, du coup championne de France de marathon, mais aussi de Guillaume Ruel qui a le record de France du 100 km. Est-ce que ces athlètes élites, vous les intégrez dans le développement de ces chaussures-là? Est-ce que vous intégrez à la fois des athlètes élites comme les deux que je viens de citer, mais également des coureurs amateurs? Comment ça se passe un petit peu cette phase de test avant que le produit soit fini? Ouais. Alors en gros, pour te faire un peu tout l'historique, de la conception de la chaussure, si tu veux, donc tout le design, le développement se passe en France, à Annecy. Et derrière, quand on reçoit les premiers prototypes, de nouveau, tous les tests se passent ici à Annecy. Donc du coup, on a une équipe qui est consacrée à la qualité et au testing des produits. Et après, en fonction des modèles, on va viser vraiment la typologie de coureur à laquelle le produit est destiné. Donc typiquement, pour ce type de modèle, on s'est vraiment adressé aux communautés de coureurs qui correspondent à la cible, donc des coureurs qui courent, je dirais, moins de 35 minutes au 10 bornes. Je crois que c'était même moins de 32 minutes la cible. Et les athlètes ont bien sûr fait partie du développement. Alors après, une des limites pour l'implication, c'est que les premiers échantillons qu'on reçoit des chaussures sont uniquement en taille 42/2. C'est la taille de développement chez Salomon. Donc, ce qui fait que quand par exemple, une Anaïs est en 3,5 UK, donc ça doit faire un 36 ou un truc comme ça,
forcément, elle ne peut pas bénéficier des tout premiers prototypes. Mais on a pu faire des tests de tiges avec Anaïs. Donc, on lui avait fait faire une paire spécifique sur d'autres semelles de la tige pour qu'elle puisse tester, nous faire des retours. Guillaume a été très impliqué. Aux États-Unis, on a également Noah Drodi qui a fait 2,9 au marathon, qui a été impliqué tout au long du développement. Et après, on a en plus toutes les équipes de testeurs en local ici sur Annecy et en France qui passent toute une batterie de tests. Donc, que ce soit aussi bien des tests purement orientés performance, mais aussi sur ce qu'on appelle la durabilité. Donc, c'est clairement, pendant 2 mois, on met les chaussures sur le terrain et ils ont pour mission de leur mettre le plus de kilomètres possible pour qu'on puisse identifier tout problème, que ce soit au niveau du mesh, au niveau de la semelle, une abrasion qui est trop... qui se passe trop vite sur une certaine zone de la chaussure et pour qu'on puisse corriger après dans les différentes phases de développement. Ça, c'est souvent le problème de la durabilité. Certains modèles carbone, on voit que la durée de vie est très limitée. Est-ce que vous, chez Salomon, vous faites attention à ça? Vous vous dites l'objectif, c'est que la chaussure, elle dure le maximum de kilomètres, ou il y a un objectif, forcément, on sait qu'elle va durer 300 km, du coup, après, le consommateur, il va en acheter une suivante derrière. Ouais, je pense que c'est... Enfin, encore une fois, ça dépend vraiment de l'objectif que tu cherches à atteindre. C'est un peu comme si tu avais différents curseurs avec lesquels tu joues, et en fonction de l'objectif que tu essaies d'atteindre, tu vas les mettre à un niveau différent. Typiquement, sur une chaussure d'entraînement que tu vas utiliser 4 à 5 fois par semaine et avec laquelle tu vas couvrir 80% de ton mileage hebdomadaire, tu vas sacrifier un petit peu la performance potentiellement et le poids au bénéfice de la durabilité. Donc potentiellement ajouter un petit peu de caoutchouc pour protéger certaines zones dans lesquelles tu pourras avoir une abrasion et tu vas protéger un petit peu ta chaussure et renforcer un petit peu les zones qui s'endommagent le plus rapidement. Sur une chaussure de course, on sait que l'usage il est peut-être sur 2-3 séances clés et le jour de la course. C'est une chaussure que tu vas utiliser pour, je ne sais pas si on fait, je vais balancer des pourcentages, mais si tu fais les comptes à la fin de l'année, tu l'as utilisé sur peut-être 2-3% de ton kilométrage annuel. L'objectif ne va pas du tout être le même. C'est une chaussure que tu vas peut-être garder 1 an ou 2 ans, mais que tu vas sortir que pour les grandes occasions. Et donc là, du coup, on va être à la recherche du moindre gramme, donc forcément un tout petit peu au sacrifice de la durabilité. Maintenant, chez Salomon, de par notre héritage trail, on a des standards qualité qui sont extrêmement hauts, ce qui est parfois un frein, hein, mais je pense que c'est gage de qualité. On a des barres qualité sur le choix des matières, sur les constructions qui sont extrêmement exigeants, et je pense que ça nous force ça nous oblige à faire des produits qui sont durables, qui durent dans le temps, et donc du coup qui correspondent vraiment, je pense, aussi aux nouveaux standards du marché et aux attentes de nos coureurs. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit avant et qui est très intéressant. Tu penses qu'une chaussure comme celle-ci, elle peut être intéressante et un coureur il peut en tirer tous les bénéfices maximum de la chaussure en courant à partir de quelle allure? Est-ce qu'il y a une allure, vraiment une allure clé? Est-ce qu'avant on a parlé de 35 minutes au 10 km, moins de 3 heures au marathon? Est-ce que tu penses qu'il y a une allure où le coureur va pouvoir en tirer tous les bénéfices et une autre où finalement il aurait peut-être plus d'intérêt à s'orienter vers une gamme un petit peu en dessous, moins performante, mais où il en tirera davantage de bénéfices? Ok. Je pense que c'est une chaussure qui dans le brief et dans sa conception est faite par d'un coureur qui est élite, vraiment. Et c'est pour eux qu'on a fait cette chaussure. Alors maintenant, je pense que la barrière, il y a toujours une zone grise sur les tests qu'on a fait, puisqu'il y a aussi toute une part que je n'ai pas mentionnée, mais on mesure aussi, on fait de nombreux tests performance. On a une équipe science qui est très performante ici à l'Annecy Design Center. Et avec eux, on a fait notamment de nombreux tests de consommation d'oxygène. Aujourd'hui, c'est un peu le standard dans l'industrie pour mesurer l'efficacité d'un produit. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que ce type de chaussures, avec ce type de construction, ceux qui en tirent le plus bénéfice, c'est ceux qui courent à 15 km/h et plus rapidement. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que 15 km/h, on est sur un marathon en moins de 3 heures, je crois. Je me demande si c'est 14, je ne sais plus si c'est 14 ou 15, mais on est dans ces eaux-là. Donc, moi, je la conseillerais pour des coureurs qui visent moins de 3 heures. Ça ne veut pas dire que si tu fais 3h15, tu n'as pas le droit de courir avec. Peut-être que tu vas avoir une foulée qui va être adaptée à ce type de chaussures. Mais voilà, je pense qu'on est davantage dans cette typologie de coureurs. Et bien sûr, pour tous ceux qui vont plus vite,
que ce soit sur moins de 40 audi bornes, etc., je pense qu'ils vont en tirer complètement parti, ils vont tirer tous les bénéfices. Ouais. Et pour rebondir aussi sur quelque chose que tu me disais avant, finalement, quand on a parlé de la chaussure, tu m'as parlé de la mousse avant de la plaque carbone. Alors qu'on sait que là, le phénomène de mode, c'est le carbone. Mais finalement, les deux sont hyper complémentaires. Toi qui es au cœur du développement du coup, de la chaussure, comment tu analyses ça? Sans une bonne mousse, il n'y a pas une chaussure performante, et sans plaque carbone aussi, comment ça s'équilibre entre les deux? Moi, je pense que en fait, ce qui fait la magie de ce type de chaussure, c'est la combinaison de 3 paramètres. La mousse, comme tu dis, la plaque et la géométrie de la chaussure. C'est-à-dire que si tu mets une plaque, n'importe quel matériau composite, ça peut être du carbone, dans une chaussure complètement plate qui a une mousse béton et très peu résiliente, et une géométrie qui n'est pas du tout optimisée, tu auras un bout de bois et ça ne marchera pas. Donc je parle avant tout de la mousse, puisque sur les études biomécaniques qui sont publiées, la mousse joue un rôle primordial dans la performance. Alors c'est sûr qu'on parle beaucoup de la plaque, parce que c'est le côté un petit peu... c'est joli, c'est très... d'un point de vue marketing, ça marche très bien aussi. On dit toujours une chaussure à plaque carbone et pas une chaussure à mousse. Exactement, ouais. Mais parce que du coup, je pense qu'elle vient s'inscrire, c'est combiné avec la mousse et la bonne géométrie que tu as la magie qui opère. Mais pour moi, ouais, le vrai moteur de la chaussure, c'est sa mousse, clairement. Et pour clôturer un petit peu cet échange, forcément, on va parler un petit peu aussi du tarif. Ce modèle-là, il est disponible au tarif de 250 € du coup chez Salomon. Quand on parle du tarif, c'est souvent un sujet un petit peu tabou, et c'est ce qui fait gronder un petit peu les consommateurs. Comment tu expliques si tu pouvais expliquer un petit peu de manière simple, pourquoi on est sur un tarif élevé de 250 €? C'est parce que c'est vraiment un produit exclusif? C'est parce que les matériaux qui sont utilisés, la recherche justifie ce prix-là? Comment tu l'expliques un petit peu, toi? Ouais, je pense que c'est une somme de pas mal de choses. C'est des produits qui sont extrêmement chers à concevoir, pour que ce soit notamment le principal matériau qui coûte, c'est la mousse. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques, mais par rapport à une mousse EVA plus standard, qu'elle soit en compression ou autre, tu peux faire x4, x5 pour le prix, pour chaque taille, pour chaque moule. Donc, je pense que tu payes forcément le coût R&D. Tu payes potentiellement aussi l'usage dans le temps. C'est une paire c'est un investissement dans le temps que tu vas garder sur 1 an, 2 ans, de par l'usage que tu vas en faire. Mais je pense que c'est des produits, alors je vais parler pour Salomon, mais c'est des produits sur lesquels c'est absolument pas là-dessus qu'on fait les meilleures marges, vraiment. Au contraire, si on devait les vendre et faire de bonnes marges, le produit coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. C'est un produit qui est extrêmement cher à concevoir et à produire. Et toi qui es au cœur du coup du développement de la chaussure, c'est une chaussure que toi tu utilises dans ton quotidien à quelle fréquence? C'est une chaussure que tu vas utiliser plusieurs fois dans la semaine, ou tu vas essayer de la garder le plus possible, parce que finalement c'est une chaussure performance, donc c'est uniquement pour les sorties rapides? Comment tu gères ça toi d'un point de vue personnel? Moi, je pense que alors j'ai la chance de pouvoir tester aussi beaucoup de chaussures ici à Annecy, des chaussures en développement, des prototypes, etc. Je fais beaucoup d'entraînement avec cette chaussure, notamment parce que j'ai été impliqué dans les durabilités, donc le but c'était de leur mettre un maximum de kilomètres, mais aussi parce que je pense que j'ai pris l'habitude de courir avec ce type de chaussures, et elle me donne des sensations de course que j'ai pas forcément avec d'autres chaussures. Elle me procure vraiment une expérience unique que j'apprécie. Donc je l'utilise pour tout ce qui est sortie longue. Quand je veux mettre un peu de rythme, je fais toutes mes VMA avec. Si je veux faire une séance de côte, potentiellement je vais les faire avec aussi. Et en gros, moi j'utilise maximum 2 à 3 paires de chaussures différentes sur mon étagère. Je mixe ça avec l'Aeroglide, avec laquelle je fais toute mon endurance fondamentale, mes footings de récup, etc. Mais sinon, je fais toutes mes séances avec cette chaussure. Ouais. Et mon ultime question, ça va concerner un petit peu le poids et le drop de la chaussure. Du coup, tu es au cœur du cahier des charges de la chaussure au moment du développement. Est-ce que, par exemple, toi, tu dis à tes équipes, il faut que la chaussure, elle fasse 220 grammes, il faut qu'elle ait un drop de 6 mm. Comment ça se définit un petit peu? Comment ça se définit, ça? Ouais, c'est exactement ça. Je mets un objectif de poids. Donc pour celle-ci, c'était clairement d'être en dessous des 220 grammes, pour être à peu près au même niveau que nos concurrents. Sur d'autres modèles de la gamme, on fait vraiment la différence sur le poids. Sur celui-ci,
On a préféré être quasiment au maximum des hauteurs de semelle, et la mousse, c'est le matériau qui pèse le plus lourd dans la chaussure. Donc forcément, si on a plus de volume de mousse, on va augmenter le poids de la chaussure, mais c'est quelque chose qu'on a accepté. Après, au niveau des stacks, donc je brive des stacks clairement, un drop aussi. Et puis après, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un drop qui serait plus intéressant pour la performance, à ta connaissance? Est-ce que une chaussure, elle va être plus performante avec un drop faible ou avec un drop élevé, ou est-ce que c'est pas du tout corrélé? Je pense que ça va vraiment dépendre. Alors, deux choses. Je pense que d'une part, le côté préférence va dépendre des coureurs, de leur technique, etc. Et d'autre part, le drop, en fait, c'est la résultante c'est la soustraction du stack arrière moins le stack avant. Donc, le stack sous le talon moins le stack au niveau des métatarses. Et aujourd'hui, c'est une donnée qui est purement industrielle, à savoir qu'avec les nouvelles géométries, avec des rockers, etc., tu peux très bien te retrouver avec une chaussure qui, sur le papier, sur les données usines, va avoir un drop 9 parce que tu vas avoir un talon à 39 mm et l'avant du pied à 30 mm. Mais ce qui se passe quand tu mets ton pied dans la chaussure, grâce au rocker, en fait, tu vas avoir les métas qui vont être, au final, ça va être un faux drop 9, ça va être un drop 5. Donc, je pense que ça dépend vraiment des coureurs. Moi, je sais que c'est ce type de drop-là que je préfère, puisque ça donne quand même un certain dynamisme à la chaussure. Tu sens vraiment l'effet rocker, tu es propulsé vers l'avant. Et je pense que c'est devenu un petit peu un standard. Alors maintenant, tu as des marques qui vont se différencier avec des drops 0, etc. Mais je pense que si tous les concurrents sont plus ou moins sur des drops entre 6 et 9, c'est qu'il y a une raison. Merci Gatien, c'était hyper intéressant cet échange-là autour de la chaussure. Pour clôturer un petit peu ça, comment tu vois la suite pour Salomon? Est-ce qu'on peut imaginer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, Salomon s'imposer comme une des marques leaders sur la course sur route, comme vous l'avez fait sur le trail? C'est quelque chose auquel toi tu crois profondément? C'est clairement l'ambition. Aujourd'hui, tu vas constater une forte accélération. Je sais ce qui arrive jusqu'en 2025, potentiellement 2026. Clairement, c'est monter en gamme chaque saison. Le but, c'est pas forcément d'avoir 150 modèles dans 2 ans. C'est vraiment de pousser nos modèles actuels et de pouvoir les améliorer et de pouvoir créer de réels points de différence sur le marché et encore une fois, d'offrir des expériences de course qui sont uniques. Donc, tu vas avoir de nouveaux modèles qui vont émerger. Il y a certaines choses forcément que je ne peux pas te dire. On a quelques surprises et je pense que Salomon, c'est clairement une marque sur laquelle il va falloir compter. Alors non seulement de par la qualité des produits, mais aussi de par le parti pris sur certains éléments, notamment soit de par la qualité des produits, leur performance, mais aussi l'engagement pour la responsabilité. On est une des marques pionnières, donc on est les premiers à avoir fait une chaussure 100% cyclable, l'Index. Aujourd'hui, on travaille main dans la main avec ASF 4.0, qui est une usine implantée en Ardèche, avec laquelle on a un partenariat et tu devrais voir de plus en plus de chaussures Salomon et potentiellement des chaussures route arriver d'ici quelques mois, quelques années. C'est notre engagement en tant que marque et c'est clairement un élément sur lequel on souhaite faire la différence. Donc, tu vas voir du Salomon, que ce soit sur les... Peut-être demain sur les stades, sur les marathons pour sûr. On est clairement des acteurs sur lesquels il va falloir compter demain. Ça, c'est d'un point de vue professionnel pour toi et d'un point de vue un peu plus personnel. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les prochaines courses, les prochaines séances? Qu'est-ce qui va arriver de beau pour toi dans la course? Ce soir, vous pouvez me suivre le long du lac d'Annecy, par exemple, où je vais faire un run progressif. Non, je rigole. Pour moi, la suite, ça va être, je vais essayer de faire un semi-marathon d'ici la fin d'année. Après, l'automne est toujours assez chargé. Je pars la semaine prochaine en Scandinavie pour une semaine, pendant laquelle, donc pour le boulot, pendant laquelle il va falloir que je m'adapte. En fin d'année, je pars aux États-Unis de nouveau pour le boulot. Donc voilà, je vais continuer de garder mon équilibre sport et vie professionnelle. C'est quelque chose qui me plaît, dans lequel aujourd'hui je m'épanouis complètement. Je vise clairement de faire les crosses et la meilleure saison possible en 2024. Ça va être une saison qui va être hyper excitante avec les Jeux Olympiques. C'est pas forcément mon objectif, mais je pense que c'est clairement une saison qui est assez incroyable à vivre et d'être aux premières loges fin de cette bataille. Et forcément, j'espère avoir mon petit grain de sel à apporter, que
ce soit au championnat de France ou sur les différents meetings au cours du printemps-été prochain. Et justement, si on a des abonnés ou des auditeurs qui ont envie de te suivre un peu plus, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que c'est sur Strava, sur Instagram? Où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors, je suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux, mais ouais, forcément, j'ai un Instagram sur lequel je fais beaucoup d'espionnage. Je plaisante, mais je suis pas forcément très actif. Maintenant, sur Strava, je mets quelques séances, etc. Mais surtout, ouais, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions que ce soit sur le produit, que ce soit sur Salomon, ce sera avec plaisir que je pourrai y répondre. Ouais. Super, Gatien. Merci pour cet échange. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Runix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.